Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous. Chaque dimanche avec nos invités, on vous donne envie de bien vivre votre âge avec le sourire, et ils l'ont. Cette émission elle est faite pour vous, que vous soyez enfants, parents, grands-parents, et on le dit très souvent, même arrière-grands-parents, puisque en effet c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui. Alors il faut dire qu'on a gagné 30 ans, plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle, je le répète à chaque fois, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on va la rendre belle. Alors ici, on partage justement des histoires de vie, des témoignages, des conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Et aujourd'hui, une émission très concrète pour répondre justement à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment bien vieillir chez soi, entouré, sans subir. On commencera justement avec Benjamin Zimmer, qui est CEO, directeur général de Silver Alliance, qui est une filiale du groupe WeCare, pour justement décrypter ce que coûte réellement le fait de bien vieillir à domicile et comment mieux l'anticiper. Et puis notre grand invité sera ensuite Yann Lanier, délégué général des Petits Frères des Pauvres, qui va nous partager justement les propositions fortes issues de ses travaux et d'un livre. On en parlera sur le vieillissement et justement sur les 50 propositions. Et enfin, dans Transmettre son patrimoine et anticiper, nous retrouverons Nathalie Cosigo-Suas, qui est notaire, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris, pour parler d'un sujet très sensible, mais qui est essentiel, c'est l'obligation alimentaire et le devoir de secours des enfants envers un parent dans le besoin. Voilà, une émission utile, éclairante et puis profondément humaine. On n'oublie pas que cette émission est la vôtre, donc vous pouvez appeler, posez des questions au 0826 300 300. On y répond dans nos chroniques. Et si bien vieillir chez soi commencer par savoir combien cela coûte, on va s'y préparer. Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour Benjamin Zimmer. Alors vous dirigez la Silver Alliance, qui est un collectif de plus de 30 acteurs, donc des entreprises essentiellement engagées pour le mieux vieillir à domicile. Vous publiez justement avec retraite.com un baromètre qui est très attendu, c'est combien ça coûte d'être vieux en France. Alors c'est assez provocateur comme titre. Pourquoi avoir justement créé ce baromètre ? Quel manque venait-il combler dans ce débat public ? Alors bonjour déjà, pour commencer. Effectivement, on publie depuis maintenant 7 ans un baromètre avec retraite.com qui s'intitule « Combien ça coûte de bien vieillir à domicile ?» Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tout simplement beaucoup de difficultés à trouver les coûts des prestations de services, les coûts d'une aide auditive, les coûts bucco-dentaires, les coûts de transport sanitaire, les coûts d'aménagement du domicile, les variabilités ou les variations des coûts des mutuelles. Et en fait, dans la vie de tous les jours, il y a un panier moyen qui existe pour mesurer en fait l'indice du prix à la consommation. On s'est juste dit qu'à partir de 65 ans, il pouvait y avoir des dépenses qui différaient de ce qu'on avait vécu avant 65 ans. Alors il y a un chiffre qui m'a marqué, en tout cas qui va marquer les auditeurs. Il faut en moyenne 1 291 € par mois à partir de 65 ans pour bien vieillir chez soi. Ça recouvre quoi concrètement ? Alors ce chiffre-là peut être important. Déjà, il faut le remettre par foyer. Ouais. Donc par foyer, on peut être 2. Donc déjà, on peut peut-être diviser la note par 2. Et ensuite, ce chiffre correspond à la moyenne de 9 profils. On a pris des personnes qui vivent de l'ASPA, des minimums sociaux. On a pris des gens qui avaient des retraites beaucoup plus confortables, beaucoup plus importantes, et puis ceux qui sont dans la moyenne. Et donc en fait, ce chiffre, il prend en compte le prix, ou les prix plutôt, de 19 familles de produits. Il est évident que ce prix va être plus important, c'est une moyenne encore une fois, quand vous allez avoir plus de 80 ans, parce que les frais de santé vont être plus importants. Justement, donc les postes de dépenses qui pèsent le plus selon l'âge, donc ce que vous êtes en train de nous proposer, c'est entre 65 et 75 ans, et 65-85 ans, et puis après 85 ans, sont pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes, et en fait, on les anticipe pas.
ces postes de dépenses. Alors dedans, vous avez des postes liés à la santé, liés au service, à des prises en charge qui peuvent être nécessaires, par exemple pour une auxiliaire de vie, pour venir vous aider à préparer vos repas, à vous laver, etc. Mais vous avez aussi des dépenses qui sont plutôt à lisser dans le temps, comme l'aménagement d'une salle de bain. Notre baromètre, il explique qu'entre 65 et 90 ans, il vous faut 250 000 € pour justement essayer de vivre le mieux possible à domicile. C'est l'équité entre donner naissance et puis accompagner tout simplement le vieillissement de de la France, en tout cas des pays. Exactement. C'est pas une fatalité, c'est juste un accompagnement. C'est pas une fatalité. On a beaucoup travaillé sur la naissance et tant mieux. On a appris à concevoir un budget justement quand on est père de famille. On l'a beaucoup moins appris quand on vieillit et qu'on se projette avec 25 ou 30 ans de plus à partir de 65 ans. Moi, il y a un autre chiffre qui m'a un peu étonné, voire beaucoup. Votre baromètre montre justement une hausse, je dirais une augmentation de près de 25% en 5 ans de ces dépenses. Alors c'est quand même très fortement. Très important. C'est beaucoup plus fort que l'inflation. Oui. Comment vous l'expliquez? Et puis peut-être il y a des sujets sur la santé, il y a peut-être des sujets de mutuelle, d'anticipation. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il vous aura pas échappé que depuis 6 ans, on vit des crises. Crise de la Covid, crise financière, crise foncière, crise inflationniste. Tout ça a des répercussions sur les prix des services, des produits. Et donc, il y a effectivement des matériaux qui coûtent plus cher, par exemple, pour concevoir une aide auditive. Vous avez des prestations de services qui augmentent parce que, et c'est tant mieux, la valorisation de ceux qui travaillent augmente. Je parle du SMIC, par exemple. Et donc, effectivement, quand vous faites l'addition, alors c'est pas une addition, c'est les intérêts cumulés de cette inflation, ça fait plus de 25%. Bon, entre-temps, les retraites, elles ont progressé. Peut-être pas à la même vitesse que les 25%, mais elles ont progressé. Non, pas de 25% en tout cas. Et par contre, ce que je vous invite à regarder, parce que c'est ça qui est intéressant, et ce qui peut nous rendre aussi très fiers d'être français, parce que dans tous les pays, ça se passe pas comme ça, c'est ce qu'a mis en place l'État, typiquement, pour réduire le laisser à charge, ce qui reste à la fin à payer. Et là, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'aides publiques qui ont été inventées. Alors, malheureusement, certaines ne restent pas dans la durée, mais il y a des choses qui ont été mises en place pour justement arriver à faire en sorte que l'inflation soit la moins importante possible. Merci Benjamin Timmer. On retient justement que bien vieillir chez soi, c'est pas improviser en fait. C'est anticiper, comparer, s'informer le plus tôt possible. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet du passage à la retraite et des premières années de retraite sur les mutuelles, sur la santé, la prise en charge. Puis anticiper les coûts, c'est une chose, mais encore faut-il ne pas vieillir seul, et c'est précisément le combat de notre grand invité. Sud Radio, la vie devant nous. Yann Lassier, vous êtes délégué général des Petits Frères des Pauvres et auteur de plusieurs ouvrages sur le vieillissement. On va en parler notamment d'un ouvrage plus particulièrement qui est Bien vieillir, 50 solutions pour les territoires, aux éditions Les Petits Matins. Votre point de départ est clair, vieillir aujourd'hui en France reste trop souvent synonyme de solitude. Quel est aujourd'hui le constat le plus préoccupant sur le vieillissement en France ? Bonjour à tous et à toutes. Le constat le plus préoccupant, c'est la perte du lien social et l'isolement social. C'est le combat des petits frères des pauvres depuis 80 ans. Nous sortons tous les 4 ans. Le dernier est sorti en 2025, un baromètre de l'isolement social avec des chiffres extrêmement inquiétants. 750 000 personnes de plus de 60 ans aujourd'hui sont en situation de mort sociale, coupées de l'ensemble des cercles de sociabilité. Et on a derrière plus de 2 millions de personnes qui vivent et qui sont en fragilité en termes de liens sociaux. Alors bien sûr, il existe de l'isolement social et de la solitude dans toutes les couches de la population, mais l'âge et également les revenus modestes favorisent l'isolement social. Et je trouve que dans une société où on parle maintenant quotidiennement de vieillissement, de retraite, etc., c'est notre quotidien depuis fort longtemps. Il faut qu'on retrouve le sens, et notamment ces élections municipales en sont un bon moment pour pouvoir le faire, pour s'interroger sur notre lien social et la manière qu'on a de l'améliorer. Et en quoi justement la solitude est-elle devenue
un risque social majeur pour les personnes âgées? Alors, on a aujourd'hui, même s'il y a encore peu d'études de fait là-dessus, mais des liens directs entre la solitude et, par exemple, le développement, enfin l'isolement social plus exactement, et le développement des maladies neurodégénératives. Une personne qui est sans contacts sociaux va développer beaucoup plus rapidement des pathologies. C'est pourquoi, aux Petits Frères des Pauvres, dans ce rapport, nous avons incité l'État à mesurer le coût de l'isolement social. Les Espagnols l'ont fait, on arrive à... Alors, ce sont des méthodes qu'il faut construire, puisqu'il suffit, enfin, il faut additionner un certain nombre de dépenses de l'État, mais on arrive à 3-4 milliards par an, et si on avait une vision purement comptable, on s'apercevrait que agir sur l'isolement social, c'est permettre aussi à nos systèmes sociaux de faire des économies demain. Et justement, juste avant la pause, selon vous, qu'est-ce que notre société refuse encore de voir lorsqu'elle parle justement du grand âge ? Vous savez, vous vous souvenez tous de la phrase de Jacques Chirac avec notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bien, je trouve que sur le vieillissement, on a à peu près le même déni aujourd'hui. C'est-à-dire que le pays vieillit, on le répète à l'envi d'ailleurs, et nous regardons encore ailleurs. Des chiffres parus cette semaine montrent, par l'adresse, montrent que il faudra créer 200 000 emplois dans le champ de la perte d'autonomie dans les 20 ans à venir. Et que le nombre de personnes, malheureusement, qui connaîtront une maladie neurodégénérative va doubler. Donc, nous avons à la fois des solutions à mettre en œuvre et des solutions de prévention. Et la prévention, ça coûte toujours moins cher que de faire du curatif. Et des opportunités aussi sur des développements de nouveaux emplois, sur un secteur d'activité qui est quand même assez, qui est beau en termes d'impact, d'actes concrets. Alors, on voit bien que le sujet du vieillissement dépasse largement la question de l'âge. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour parler solutions et propositions. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes dans la vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Et puis voici la seconde partie avec Yann Lanier, que je rappelle, vous êtes délégué général des Petits Frères des Pauvres et auteur de nombreux ouvrages, et notamment celui qui porte 50 solutions. Alors vous formulez justement ces propositions concrètes pour mieux vieillir en France. Quelle est pour vous la plus urgente à mettre en place ? Bien, tout d'abord, je rappelle toujours que, notamment avec l'emploi du mot senior, on ne sait plus de quel âge on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que ce mot s'est installé. Alors, il est peut-être plus socialement acceptable que vieux, mais les seniors, ça couvre aujourd'hui 3 générations. Laurent, vous parliez de 4 générations tout à l'heure. Les seniors, ça en couvre au moins 3. Et donc, aujourd'hui, on fait beaucoup de confusion là-dessus. Et autant une politique d'accompagnement de la perte de l'autonomie va coûter à l'État, à la puissance publique, autant l'accompagnement du vieillissement, et notamment on est à quelques semaines maintenant, moins de 50 jours je crois des élections municipales, des élus vont se retrouver demain maire adjoint ou maire adjointe aux seniors ou aux personnes âgées ou au bel âge. Ils le savent peut-être pas encore pour certains d'entre eux parce que c'est pas des délégations vers lesquelles on va naturellement. Et moi, je défends dans ce livre, avec Boris Venon, qui en est le co-auteur, le fait que la commune, les communautés de communes sont des bons espaces aujourd'hui pour pouvoir travailler sur le bien vieillir. Et le bien vieillir ne coûte pas forcément beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de choses qui permettent de développer le lien social. C'est là aussi où on peut travailler sur la question des transports, du commerce, la lutte contre les déserts médicaux. Et on a essayé de rassembler 50 propositions, elles y sont les 50, justement pour inspirer des élus et sortir de cette vieille lune qui dirait, mon Dieu, avoir une politique en direction des personnes âgées, ça coûte forcément beaucoup d'argent et nous, on ne sait pas faire. Alors, justement, comment on pourrait redonner une utilité sociale aux personnes âgées au-delà de l'aide et de la dépendance? On a parlé du service senior, civil. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place très vite?
D'abord, on a déjà énormément de seniors engagés dans le champ associatif. C'est aussi des milliers de personnes qui seront demain justement ces conseillères et conseillers municipaux. Donc les seniors, ils sont très très actifs aujourd'hui dans la gestion des affaires publiques. Ils sont déjà engagés. Sauf que une génération ne fait pas l'autre, et il ne faut pas considérer que tout ça c'est de l'acquis. Donc on a intérêt à développer des dispositifs. On a notamment proposé, vous savez peut-être après les attentats de 2015, dans notre pays, on a mis en place des réserves citoyennes. Elles n'ont pas forcément bien fonctionné, et je propose dans ce livre qu'une réserve citoyenne senior puisse exister au niveau de chaque commune. Non pas pour occuper les gens tous les week-ends, hein, parce qu'ils ont aussi pour beaucoup plein d'occupations familiales, de loisirs, etc. Mais pour 5 ou 6 fois dans une année, les associer à la vie de la commune, les visibiliser, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi. C'est la compréhension et l'intergénérationnel, et pour que chacun dans une commune puisse avoir une vision positive des seniors. À l'heure où on parle plus des retraites que de la jeunesse, je pense que c'est très très important. Et puis au-delà du bénévolat, qu'il y ait aussi une considération, qu'elle soit à la fois sur un affichage, sur une valorisation, mais aussi peut-être pécuniaire. Hein. Je pense que peut-être moins d'impôts. Bref, déjà l'État, je les entends bruisser en disant c'est pas possible. Mais on va y aller. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà, mais on va y aller. Allez, que diriez-vous à une personne âgée qui se sent aujourd'hui inutile ou mise à l'écart ? Alors, on va pas parler là des personnes qui sont en situation d'isolement social, parce que celles-ci, on peut tout à fait leur dire déjà de contacter des associations et les petits frères des pauvres, 15 000 bénévoles qui agissent au quotidien. Je les en remercie encore. Je profite de votre antenne pour les remercier chaleureusement. Agissent auprès de ces personnes en situation d'isolement social. Mais c'est le fait d'avoir des projets qui permet de se sortir. Il faut oser là-dessus. Aller voir les associations, aller regarder. Il y a des offres partout aujourd'hui sur le territoire. Il faut oser vraiment parfois sortir de chez soi, se lever du canapé un petit peu, et puis aller vers les autres. On fait en quelque sorte, on fait du bien aux autres en allant vers les autres, mais on se fait aussi beaucoup de bien à soi. Merci beaucoup Yann Lassier pour cet éclairage fort de mobilisation générale. Donc vieillir dignement, c'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est rester justement relié aux autres et reconnu. C'est le message que l'on perçoit. Puis justement vieillir, c'est aussi parfois devoir être aidé par ses proches, et cela pose des questions juridiques très concrètes. Sud Radio, la vie devant nous. Et si l'entraide familiale n'était pas seulement morale, mais aussi juridique, maître Nathalie Cousigo-Sua, vous êtes notaire, porte-parole à la Chambre de notaires de Paris, et vous allez justement nous expliquer ce que beaucoup ignorent, le devoir de secours et l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents, le fameux article 205 du Code civil. Vous voyez, j'ai un peu révisé. Bonjour maître. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, bravo Laurence. Ce sont les articles 205 à 206 du Code civil. Pourquoi ? Parce que généralement, en famille, il y a souvent une solidarité. Comme le rappelait Yann Lassier, une solidarité en plus intergénérationnelle. Mais il arrive parfois que les gens sont soit dans la précarité. Donc, il y a des obligations alimentaires qui sont rappelées par le Code civil. C'est-à-dire que c'est pas seulement moral, c'est une obligation qui est sanctionnée. Alors, on parle plus précisément de devoir de secours entre époux, vous voyez, pendant la procédure de divorce. Tandis qu'entre enfants et parents, entre ascendants et descendants, plus généralement, on parle d'obligations alimentaires. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Oui, justement. Comment elles se traduisent ? Ça signifie concrètement un père ou un grand-père est dans le besoin, eh bien, ses enfants et ses petits-enfants, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, sont tenus de lui apporter, dans une certaine mesure, dans la mesure de leurs moyens à eux, une aide pour subvenir à ses besoins. Alors, ça ne va pas être somptuaire, mais c'est une aide pour payer son toit, sa résidence médicalisée et les besoins de la vie courante. Donc, en fait, elle est bilatérale, Laurent, puisque généralement, on parle souvent de pension alimentaire d'un parent vis-à-vis de ses enfants. On les connaît plus, celles-ci, oui. On les connaît plus. C'est bilatéral, c'est-à-dire qu'avec l'allongement et l'espérance de vie, l'allongement de la vie et la précarité, malheureusement, de certaines personnes, des enfants ou des petits-enfants peuvent être ramenés à subvenir aux besoins de leurs aïeux. Alors, cette obligation alimentaire,
elle s'exerce aussi, figurez-vous, à l'égard des gendres et belles-filles, tant qu'il n'y a pas un divorce. Donc effectivement, une belle-fille ou un gendre peut être tenu de subvenir à l'obligation alimentaire de ses beaux-parents. D'accord, et justement... Ça, pas pour les pacsés, oui, les concubins. D'accord, et en fonction, alors j'imagine que c'est fait en fonction des ressources, et ça prend en charge l'hébergement, voilà, parce qu'on parle beaucoup... de la vie courante, l'hébergement, Laurent, les frais médicaux, l'habillement, enfin tout ce qui est nécessaire à la vie courante. Alors ça peut se traduire sous forme d'un mise à disposition d'un logement ou plus ponctuellement d'une aide alimentaire, parce que souvent ce qui va se passer, c'est les enfants qui vont prendre ça en charge. Dieu merci, on ne va pas aller voir le juge. Ça s'exécute spontanément. Et sachez, pour les gens qui payent des impôts, eh bien, qu'il y a une déduction fiscale. Ça, c'est important. Lorsque des enfants subviennent aux besoins, alors il faut pour ça que leurs parents soient dans le besoin, bien sûr, subviennent aux besoins de leurs parents, il y a une déduction fiscale qui est admise de leur imposition sur le revenu qui est plafonnée, mais qui existe quand même. D'accord, mais alors, que se passe-t-il très rapidement si jamais les enfants refusent d'aider un parent dans le besoin? Bonne question. Et on le voit parfois, nous, dans nos dossiers. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? Il faut qu'il va se mettre en place une médiation. Puis dans ce cas-là, si ça ne marche pas, s'il y a un refus, eh bien, c'est le parent, on le voit, qui va saisir ce qu'on appelle le juge aux affaires familiales. C'est le juge qui est compétent pour les affaires familiales. Ouais. Il peut saisir donc ce qu'on appelle le créancier, c'est-à-dire là le parent vieillissant, peut saisir soit le juge de son domicile, soit le juge en fait du domicile de l'enfant. Alors, néanmoins, attention, et puis alors, il peut saisir, en fait, il peut assigner ou attraire n'importe lequel de ses enfants. Il n'est pas obligé d'assigner tout le monde. D'accord. Et à charge pour l'enfant de se retourner. Et le cas échéant, effectivement, proportionnellement, aux ressources et à ses besoins, effectivement. Bon. Alors attention, parce que si le débiteur, l'enfant condamné, il n'exécute pas, il y a quand même des sanctions pénales. On change de code, c'est plus le code civil, c'est le code pénal, et il y a le délit d'abandon de famille. Il y a quand même encouru 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ah oui, en effet. Alors, merci maître. Peut-être on pourra évoquer lors d'une prochaine chronique, justement, les situations pour éviter les conflits familiaux. Mais ça fera l'objet d'une prochaine chronique pour nos auditeurs, comme ça ils vont continuer à suivre la vie devant nous. Merci beaucoup, maître Kouzigo Suas. On retient que la solidarité familiale n'est pas seulement un principe moral, c'est aussi une réalité juridique et qu'il vaut mieux justement connaître et anticiper. Merci à nos invités et merci à vous de nous avoir suivis, la vie devant nous, chaque semaine sur Sud Radio. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30. Et puis pour ceux qui souhaitent écouter ou partager l'émission La vie devant nous en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio et sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit et portez-vous très bien. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.